bien, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Mirkovic Show, le Mirko Show avec Nicolas Mirkovic. Ça ne s'invente pas. Nicolas, comment vas-tu? Ça va pas mal, Alexis, dans ce monde qui bouge tous les jours de plus en plus, mais Dieu merci, ça va. Dans ce monde de brut, on pourrait dire Oui, très actif clairement. actuellement. clairement. On a eu des périodes un peu plus calmes avant l'été. Oui. Justement, de quoi vas-tu nous parler cette semaine? Ben, j'ai envie de parler un petit peu de Trump, de ce que Trump fait en ce moment, avec l'épisode du Moyen-Orient suivi de ce sommet de l'OTAN hier à La Haye, pour essayer de comprendre un peu mieux. Parce que s'il y a bien un personnage qui est extrêmement important et qui est extrêmement compliqué à comprendre, c'est Donald Trump. Il dit noir, puis il dit blanc, il dit rouge, et puis il dit vert. On ne sait vraiment pas ce qu'il dit. Et clairement, il y a des sujets sur lesquels il ment. Pour autant, il est plus malin que ce qu'on pense. Donc, je pense que l'idée, c'est d'essayer de dissiper un peu le brouillard de la guerre, de ses annonces, essayer de comprendre ce qu'il tente de faire ou ce qu'on lui permet de faire, parce qu'on va voir que le sujet est plus compliqué qu'on le pense, pour essayer de savoir ce que les États-Unis sont en train de manigancer au niveau mondial avec un président qui est pacifiste mais qui déclenche des guerres, détesté par les Européens mais qui finit par les soumettre au sommet de l'OTAN. Donc, qu'est-ce que Trump est en train de faire en ce moment? Eh ben, on va en parler tout de suite dans ce Mirko Show. Tout de suite, générique. Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Eh ben oui, tout le monde y est dans ce générique. Nous sommes en guerre, ça c'est le mot qu'on puisse dire. On a vu malheureusement les bombardements de Gaza, on a vu Téhéran, on a vu Israël, on a vu Trump, on a vu Poutine. Voilà, le générique d'actualité. Alors, on n'est pas en live cette semaine, on a passé un super moment, Nicolas, la semaine dernière en live. Je pense qu'on reviendra en live prochainement pour un nouvel exercice. C'était véritablement assez sympathique, non? Tout à fait. Je pense que c'est toujours sympa. On ne peut pas faire mieux que le live parfois. Pourtant, on va essayer d'être à la hauteur. On a quand même pas mal de choses à dire sur un moment qui est important, justement, dans les relations internationales et dans ce monde multipolaire, monopolaire qui s'affronte sans le dire ou parfois en le disant très clairement. Essayer de comprendre parce qu'on n'a pas de grille de lecture. Et si on reste figé devant les écrans des médias dominants, évidemment, on est sûr de ne rien comprendre du tout. Donc, on va donner des pistes pour essayer d'en savoir un peu plus sur les différents enjeux des uns des autres et les cartes que les uns et les autres sont en train d'abattre en ce moment. Et il y a quand même des choses qui bougent et on va rentrer dans l'analyse de ces mouvements et de cette dynamique qui traverse les continents en ce moment. Ah, on va venir dans le vif du sujet, justement, avec ces médias dominants, alors les médias de grand chemin, comme moi je les appelle. Le Parisien nous parlait justement de cette rencontre qui a eu lieu mardi, mercredi, donc avant-hier et hier, où 32 pays membres de l'Alliance Atlantique, donc de l'OTAN, se sont retrouvés donc aux Pays-Bas pour un sommet dit sous haute tension. Déjà, Nicolas, première question, est-ce qu'il était véritablement sous haute tension ou pas du tout, ce sommet? S'il était sous haute tension, ce n'était pas par des puissances étrangères, hein, c'était par les Hollandais eux-mêmes qui ne voulaient pas et qui ont manifesté bruyamment dans la rue parce qu'ils ne veulent pas de l'OTAN, comme de nombreux peuples européens. On ne nous a pas demandé notre avis sur ce sujet-là. Il n'y avait pas de menaces étrangères et comme d'habitude, c'est des grands shows, des grands spectacles. On essaie de faire croire que ces personnes sont la visée de toutes les mauvaises personnes, tous les méchants de la Terre. C'est pas le cas. Alors, c'est sûr que ces personnes ont des ennemis, mais elles sont, les personnes qu'on a vues dans la rue l'autre jour, c'était des Hollandais qui ne veulent pas de l'OTAN, qui ne veulent pas de la guerre et qui ont très bien compris qu'est-ce qui se joue en ce moment avec une organisation militaire qui ne sert pas vraiment à défendre les peuples dont les États sont membres, mais qui sert à alimenter un complexe militaire-industriel. Et voilà, donc la haute tension dont on parle, c'est de ça. Et c'est aussi pour donner un petit peu comment dire, pour alimenter le journal du 20h comme si nous étions en danger. Alimenter la peur. Ça vend bien la peur La dans les peur, médias. c'est ce qui vend mieux. Hein. Chacun s'enferme vite chez soi, n'ose pas sortir, n'ose pas parler aux autres parce qu'on a peur. Il y a cette culture de la peur et sur laquelle surfent
tous ces responsables politiques. Il y avait très très peu dans ce lot des 32 pays qui étaient, je pense, vraiment là pour défendre l'intérêt de leur propre peuple. Il y en a quelques-uns, on en parlera, mais voilà, ça évidemment ça fait vendre, et c'est dans cette mécanique qu'on voit actuellement dans les pays membres de l'OTAN. Il faut alimenter le complexe militaire-industriel, complexe dont le président américain lui-même, Dwight Eisenhower, au début des années 60, nous avait mis en garde parce qu'il disait que ce complexe et des personnes qui tournent autour de ce complexe pourraient nous faire perdre nos libertés. Il parlait des États-Unis, mais ce phénomène se propage dans l'ensemble du monde atlantiste. Et aujourd'hui, on a vu quelque chose d'assez étrange à ce sommet, enfin pas assez, on a vu que les Américains, enfin que Trump était en train de réorienter l'OTAN. Alors, c'est un élément qui est important à noter. L'OTAN l'année dernière était encore lors du dernier sommet, il y avait un Biden. C'était amusant d'ailleurs parce que Biden était arrivé et il avait annoncé la venue sur le podium du président Vladimir Poutine. Alors évidemment, il s'était trompé. Il y avait les yeux des autres membres de l'OTAN qui le regardaient un peu et tous ébobis. C'était Vladimir Zelensky, mais enfin bon, c'était encore Volodymyr Zelensky, c'était encore une des fameuses sorties de Biden. Bon, on n'a pas eu ce trait d'humour cette année lors du sommet, mais l'année dernière, le sommet était nettement... Un Volodymyr Zelensky qui n'a même pas été convié. Alors, si cette année, Volodymyr Zelensky a été convié, il a même vêtu une veste. Il a changé ses kakis, son treillis. Il est venu tout de noir vêtu avec une veste, sans cravate. Mais je pense que voilà, les reproches qui lui avaient été faits dans le bureau ovale ont fait leur chemin et qui s'est dit que s'il voulait séduire le grand patron maintenant de l'OTAN, qui est Donald Trump, eh bien, il valait mieux un peu aller dans ce sens. Alors, Trump, qu'est-ce qu'il a fait ? Trump est arrivé et il a mis sa patte, il a réorienté l'OTAN dans deux directions. D'abord, contrairement à l'année dernière, le discours de clôture, enfin le document final, est nettement moins anti-russe qu'il a été les années précédentes. Ça, c'est quelque chose qui est important et c'est sûr et certain que ça, c'est la patte de Donald Trump et de son administration. Deuxièmement, il a obtenu de la part des membres de l'OTAN une promesse avec un engagement jusqu'en 2035, donc c'est quand même loin, une promesse de dépenser 5% du PIB en défense, ce qui est gigantesque. L'engagement actuel des membres de l'OTAN est de 2% du PIB. Mais qui va pouvoir suivre ? Très peu de personnes. Peut-être la Pologne, mais la Pologne, même les États-Unis eux-mêmes. Ils n'y sont pas. Même voilà. Les États-Unis n'y sont pas aujourd'hui. La Pologne ne sera pas loin, mais la Pologne est l'élève, c'est l'aignant des États-Unis. C'est le premier de la classe. Ils font toujours ce que demandent les États-Unis. Il n'y a aucun autre pays qui va y arriver. Enfin, en tout cas, on se demande bien comment ils vont y arriver. Et j'ai une idée sur la chose, mais ça veut dire que la France, typiquement, doit passer de 2 à 5%. Elle doit plus que doubler son budget pour y arriver. On est en train de parler de un budget total de 140-145 milliards d'euros pour la défense, alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on n'a pas d'argent pour la justice, pour l'éducation, pour la santé, pour nos paysans, pour le contrôle de nos frontières. Et tout d'un coup, là, on arriverait à trouver de l'argent pour la guerre. Mais quelle guerre ? Et donc, c'est pour ça qu'on va entendre de plus en plus cette rhétorique du méchant russe qui va nous envahir, et ce qui est complètement ubuesque. La Russie n'a pas l'intention de nous envahir. La Russie n'a pas l'intention de rentrer en guerre contre l'OTAN. Je rappelle que si l'OTAN et la Russie devaient entrer en guerre, ça ne sert à rien d'investir dans des blindés, ça ne sert à rien d'investir dans des chars. Elle serait nucléaire et qu'on a déjà des deux côtés suffisamment d'armes pour s'anéantir, mais à faire des cratères de plusieurs kilomètres de profondeur. Donc, ça n'arrivera pas sans une déflagration nucléaire. Une guerre conventionnelle entre la Russie et l'OTAN est quelque chose d'assez illusoire. Pour autant, pour justifier cette guerre, comme dans le passé, on avait utilisé le terrorisme, de nouveau, on a trouvé une autre cause majeure contre laquelle se battre, c'est la Russie. Et au lieu de parler de paix, c'est ce que fait Donald Trump. Eh bien, nous avons au sein même de l'OTAN des va-t-en-guerre qui veulent à tout prix faire de la Russie l'ennemi. Et c'est en faisant cela qu'ils espèrent convaincre les populations qu'il faut impérativement s'asseoir sur les budgets qu'on souhaite allouer à la recherche et le développement, s'asseoir sur les budgets qu'on veut dépenser pour la justice, pour la sécurité dans nos pays. Eh bien, on va s'asseoir sur tout ça parce qu'un jour, peut-être que la Russie nous envahirait. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'on voit ? C'est un financement du complexe militaire-industriel. C'est aussi simple que ça. Le général Eisenhower, président des États-Unis, qui connaissait bien l'appareil militaire américain et ce en quoi cela s'est transformé
dans le monde nous avait prévenu. C'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué. Et le pire là-dedans, c'est que ça va même pas vraiment servir le complexe militaro-industriel français parce que on va acheter essentiellement des armes américaines. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui, il y a plus de 60% des dépenses des pays membres de l'OTAN aujourd'hui qui sont des dépenses qui sont faites auprès du complexe militaro-industriel américain. Donc, les Américains, s'ils doivent vendre encore plus, vont réaliser des économies d'échelle que d'autres pays ne vont pas pouvoir, qui ont une industrie de l'armement, ne vont pas pouvoir atteindre. Et donc, on aura encore plus de l'armement américain. Et pourquoi? Et c'est logique, parce que si vous voulez faire de l'OTAN une armée intégrée, il vaut mieux que tout le monde ait le même type d'armement, le même type de munitions, le même type de stratégie. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est qu'on va encore être plus arrimé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a encore la chance, entre guillemets, d'avoir en France des produits français, de l'armement français, la même chose en Allemagne, dans certains grands pays, l'Italie. Eh bien, demain, au fur et à mesure, tout cela va être remplacé par de l'armement américain, ce qui va faciliter l'organisation de l'OTAN. Ça, c'est sûr que d'un point de vue militaire et tactique, c'est mieux si tout le monde a le même type de matériel. Et le complexe militaro-industriel français, en tout cas l'industrie de la défense française, va avoir des produits de niche. Donc, quelques petits avions, quelques petits tanks, quelques petits hélicoptères qui vont être noyés dans la masse, mais on va acheter essentiellement américain. Des miettes de pain. Des miettes de pain qui vont servir les États-Unis. Donc, Trump a réussi, alors qu'il disait que l'OTAN, il se demandait encore il y a quelques années à quoi servait l'OTAN. Oui. Trump a réussi à tordre le bras à Berlin, à Paris, à Londres. Il leur a dit, on va lever le pied sur la Russie. Donc, pendant ce sommet, la Russie a été quand même traitée de tous les noms d'oiseaux par Zelensky. Il a été applaudi pour ça. Mais dans le document final, la Russie est considérée comme une menace à long terme et l'OTAN apporte son soutien à l'Ukraine parce que la défense de l'Ukraine, d'après ce document, c'est la défense de l'OTAN. C'est quand même très étrange parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN et l'OTAN s'engage à continuer à aider l'Ukraine. Mais le discours extrêmement belliqueux, violent, haineux qu'on a pu voir dans le passé dans les deux documents de l'OTAN contre la Russie est absent cette année. Ça ne veut pas dire que l'OTAN va faire ami-ami avec la Russie, mais ça veut dire que Donald Trump poursuit cette espèce de souhait de négocier la paix avec la Russie, ou de négocier quelque chose, parce qu'il n'y aura pas que la paix, il y aura beaucoup de deals économiques, politiques, militaires. Et il a imposé ça au reste de l'OTAN. Alors, avant de parler un petit peu du Trump Show, parce que finalement, c'était un petit peu le Trump Show durant ces quelques jours aux Pays-Bas. On n'a vu que lui, on n'a entendu que lui d'ailleurs. Il était très fier de tout ce qu'il fait, notamment sur la question de l'Iran. On reviendra dessus. Juste avant de passer sur ce thème, j'aurais vraiment qu'on reste sur la question notamment des investissements. Tu parlais de 5%. Bah, on le disait, les États-Unis n'y sont pas. Est-ce que les États-Unis, politiquement et pour les opinions, peuvent aller dans des dépenses supplémentaires pour l'armement? Ça me paraît surprenant parce que c'est clairement pas pour les Américains une priorité. Et je rajouterais, est-ce qu'ils ont la capacité économique actuellement qui plus est? Et dernière question dans la question, c'est quand même extrêmement surprenant parce que justement Donald Trump avait focalisé sa politique sur le fait de peut-être d'être moins leader au sein d'OTAN, voire même de laisser OTAN se débrouiller. Et en tout cas, lui ne voulait pas, je dirais, renchérir et gonfler les poches de ces fameux marchands d'armes américains qu'il critiquait énormément pendant son élection. Le fameux Deep State américain, et finalement, il leur ouvre grand les bras. Il est nourri, mais on voit à quel point, je le rappelle, on l'avait vu lors du premier mandat de Trump, et on le voit pendant ce deuxième mandat, malgré un entourage beaucoup plus rassurant que sa première élection, que l'homme le plus fort des États-Unis n'est pas le président des États-Unis. Et que Trump n'arrive même pas à mettre en place le programme pour lequel il a été élu. Un homme de paix n'arrive pas en augmentant les budgets militaires de tous ses alliés, en bombardant des pays illégalement. Donc, même si on peut calculer des billards à 3 bornes en disant qu'il valait mieux bombarder un coup et mettre fin à la guerre entre l'Iran et l'Irak, mine de rien, il n'a pas privilégié la diplomatie parce qu'il aurait pu arriver au même résultat en négociant. Et on se rappelle que Donald Trump avait rapproché à Obama d'éventuellement faire une guerre, et il les tweetait à l'époque, c'est ça le pire, il tweetait que Obama, attention, Obama va déclencher une guerre parce qu'il n'est pas capable de dialoguer avec l'Iran.
Et souvenons-nous aussi que Donald Trump veut que l'Iran s'engage à ne pas produire de bombes nucléaires et que Obama, qui était quand même pas un parangon de paix et de justice dans le monde, il avait bien eu le prix Nobel de la paix, mais il a lancé des bombes à travers le monde entier. Eh bien, lui avait signé un accord avec l'Iran, co-signé par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne, un accord dans lequel l'Iran s'engageait à ne pas fabriquer de bombes nucléaires. Et Trump, quand il est arrivé au pouvoir en 2016, enfin en 2017 à vrai dire, il a déchiré, il a retiré la signature de l'Iran. Donc il y a quand même un problème avec l'Iran et Israël, très clairement. On a bien vu aussi que Donald Trump a été poussé, encouragé par tout un lobby très pro-israélien. On sait que les membres du Congrès aux États-Unis sont financés, pour partie par des lobbies qui défendent des intérêts étrangers. Et que ce poids, le poids on voit d'ailleurs Trump qui tient le fauteuil de Netanyahou quand il arrive à la Maison-Blanche, cette aile néoconservatrice très pro-israélienne, et dedans, vous avez différentes factions qui veulent la guerre et qui se servent d'Israël pour créer de l'instabilité au Moyen-Orient. Eh bien, Donald Trump a cédé à leur sirène. Alors, certains vont dire que bon, maintenant, et c'est vrai, il faut le reconnaître, dans ses paroles, il a tenu des paroles sur Israël qu'aucun autre président n'a tenu publiquement, tout en bombardant illégalement l'Iran. Donc, quelle est sa position réelle, sachant que dans ce conflit entre l'Iran et Israël, je pense que Trump est intervenu aussi parce que tout le monde s'est rendu compte que l'Iran était plus puissant, même s'il a été, pour une partie, très affaibli. Là, les coups des renseignements israéliens et de l'armée israélienne ont été assez impressionnants, il faut le reconnaître. L'Iran a réussi à s'en sortir et à déployer une force que personne ne soupçonnait et que Trump a dû intervenir parce que sinon, sans une intervention directe des États-Unis militairement sur le terrain et dans les airs, Israël aurait vraiment eu du mal. Et ça montre en plus, là, de nouveau, l'impéritie de la gouvernement criminel de Benjamin Netanyahou, que beaucoup d'Israéliens rejettent. Je le rappelle, eh bien, ça, au lieu de chercher à dialoguer, au lieu de chercher la paix, Donald Trump a privilégié la voie de la force contre un pays souverain. On en apprendra plus dans les semaines, mois à venir, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, Donald Trump n'a pas respecté ses engagements et d'ailleurs, sa base politique lui a vertement reproché. Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Sortor, Bannon, toutes ces personnes qui l'ont aidé à gagner les élections lui sont tombées dessus, mais dans l'heure, parce qu'ils ont dit, et ça montre à quel point ce sujet de l'isolationnisme américain est encore important, et c'est un courant historique aux États-Unis, mais les États-Unis n'ont pas voté que pour le pouvoir d'achat. Les Américains, des proches soutiens de Trump, ont dit « Nous ne voulons pas de guerre. Nous ne voulons pas tuer les étrangers. Nous ne voulons pas nourrir le complexe militaire industriel. Nous avons élu un président pour qu'il règle les problèmes des Américains. » Et ça, c'était important. Et je pense que Trump ne s'attendait pas à un tel retour, qui était vraiment extrêmement violent. On a eu des personnes qui ont dit publiquement qu'elles regrettaient d'avoir voté Trump, qu'il fallait destituer Trump. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle Trump doit composer, parce que lui, normalement, ne pourra pas se présenter dans 3 ans, aux prochaines élections présidentielles. Il a des midterms qui vont arriver dans un peu plus d'1 an. Et s'il espère passer J.D. Vance comme le successeur de son courant Make America Great Again, eh bien, c'est pas en faisant la guerre et en trahissant ses promesses électorales. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et c'est dans ce contexte que Donald Trump est arrivé en Europe. Alors, il se fait passer maintenant pour un héros, pour l'homme qui a sauvé la situation, l'homme de paix. Je peux vous dire que malheureusement, la guerre peut repartir au Moyen-Orient quasiment du jour au lendemain. Mais les Européens qui l'ont critiqué pendant toute sa campagne, qui l'aiment toujours pas aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, sont plus que jamais soumis, avec même le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, Alors, on va en parler. D'accord. On en parle. Ne me pique pas mes transitions. Juste pour la question de l'impeachment qui a été tenté effectivement cette semaine par un parlementaire démocrate. En fait, ça a été un
un epic fail, comme diraient les jeunes. Malheureusement, échec complet les démocrates, les républicains, pardon, ont tous quand même refusé cet impeachment. Et côté démocrate, ça n'a pas été non plus une franche réussite. Donc, pour le coup, Donald Trump est sauf sur cette question. Oui, il est souffle, mais on a vu je vous dis, je parlais là tout à l'heure, un des chefs de file, en tout cas une personne très connue aux États-Unis parmi les libertariens, Dave Smith, très populaire, a réclamé également sa destitution. Thomas Massie, qui était un des seuls membres du Congrès, enfin un des rares membres du Congrès qui ne reçoit pas de l'argent de l'AIPAC, a critiqué Trump. Et Trump a fait, alors Trump aussi, on a vu, c'est même dangereux, c'est inquiétant, ces tweets de Trump où il s'acharne contre différentes personnes. Là, il est en train de s'acharner contre une journaliste de CNN, il s'est acharné contre Thomas Massie, qui est un élu républicain, qui, je pense, est un des plus intègres au sein du Congrès, qui a dit qu'il ne voulait pas la guerre, qu'il ne voulait pas la guerre en Iran, et qu'il serait prêt à faire un accord entre républicains et démocrates pour obliger Donald Trump à passer devant le Congrès, ce que stipule la loi américaine avant de faire la guerre. Eh bien, Trump s'est fendu d'un tweet terrible, d'un message. Oui, où il a dit qu'il soutiendrait un autre candidat pour l'empêcher d'être réélu. Enfin, voilà, la guerre de Trump. Qu'un homme aussi puissant puisse juste s'exprimer sur les réseaux sociaux comme ça aux yeux de tout le monde, de manière aussi directe, sans mesure, sans prendre de recul. Évidemment, arriver à ce niveau-là de pouvoir où vous avez énormément d'ennemis et il faut montrer que vous savez avoir une tête froide. Ça peut en amuser certains. Je pense que c'est quand même pas rassurant et ça inquiète pas mal d'Américains, notamment des personnes qui ont voté pour Trump, qui se demandent pourquoi est-ce qu'il fait signe de tant de fébrilité, s'il est si sûr de lui, s'il est si bien entouré, s'il a une stratégie aussi bien définie. Pourquoi tant de fébrilité? Je pense aussi. Alors, par contre, côté OTAN, pour finir cette émission, côté OTAN, là, c'était soleil au beau fixe. Mark Rutte, donc le secrétaire général de l'OTAN, s'est même fendu d'un daddy en parlant de Donald Trump. Donc, daddy, ce serait un papa, quoi. C'est papa qui arrivait et qui prenait le micro devant les petits-enfants de l'OTAN qui l'écoutaient avec... Alors là, en l'occurrence, les petits-enfants, c'était Israël et l'Iran. Donc voilà, le daddy de Rutte était quand même concernant, mais c'est la vérité. Et n'oublions pas aussi, et c'est pareil, je parlais de ces fameux messages de Trump. Rutte écrit un message perso à Donald Trump en disant cher Donald, bravo pour tout ce que vous avez fait en Iran. Vous allez de sortir avec brio. Enfin, vraiment, on ne peut pas faire plus flagorneur que ça. Et il dit super bonne nouvelle, j'ai réussi à obtenir l'engagement des dépenses de 5% du PIB de la part des pays membres de l'OTAN. Il envoie ça en message privé à Donald Trump, qui lui le publie sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, c'est humiliant pour Rutte et ça montre la relation historique que les États-Unis ont avec le reste de l'OTAN, avec l'Europe. Sauf que là, il rajoute l'humiliation publique en plus de la situation de vassalisation. C'est intéressant néanmoins parce que je pense que le discours est moins belliqueux vis-à-vis de l'autre partie de l'Europe dont on ne parle pas, donc en l'occurrence la Russie. Pour autant, c'est quand même assez inquiétant pour les pays européens et pour les autres pays membres de l'OTAN parce que clairement, il y a un daddy qui est là, le papa, pour reprendre le terme de Rutte, que sont les États-Unis, qui va nous obliger à dépenser plus pour acheter des armements fabriqués par des Américains avec de la technologie américaine. Donc du coup, ça va en plus nous, non seulement on va perdre de l'argent, mais en plus, on va perdre en savoir-faire technologique. Parce que si notre souveraineté. Et notre souveraineté, bien évidemment. Et ça, c'est inquiétant. Et ça, c'est un sujet majeur. Donc, si c'est pour avoir le but d'un pays souverain, c'est pas de changer de daddy au fur et à mesure que les élections américaines choisissent un nouveau président. Donc, il faut quand même un peu se battre pour sa propre souveraineté si on a encore un peu d'honneur. Mais voilà, même si Trump est peut-être moins grave que Biden, il y a ce sujet de domination. Et Trump l'a clairement joué. Et d'ailleurs, il est arrivé en héros dans ce sommet. C'était lui le patron, très clairement. Et il imposait sa vue aux autres membres de l'OTAN. Donc, Nihil Nove sub sole. Donc, on retourne dans cette situation d'un pays majeur. Et on va voir ce que Donald Trump en fait. Pour finir, dernière petite question pour finir ce podcast, finalement, Trump fait exactement l'inverse de ce sur quoi il s'était engagé. Est-ce que on peut encore le suivre par rapport à ces thèmes de campagne, par rapport à ces thèmes des premiers jours de Trump? Rappelle-toi, Nicolas, on avait fait une émission spéciale le jour de son inauguration, pas de son inauguration, de son installation à la présidence.
Voilà, là, on est dans un Trump qui fait 100% l'inverse de ses engagements. Alors, j'irai pas aussi loin que ça. Qu'on peut dire, c'est que de toute manière, et je le répète depuis le début, Trump ne sauvera pas la France, il ne sauvera pas l'Europe. Donc, le chèque en blanc à Trump, ou Trump, le sauveur des valeurs occidentales, il ne faut pas rêver. Chacun se sauvera soi-même. Trump, il va tirer son épingle du jeu parce qu'il sert les intérêts des Américains, il l'a dit. Et je pense qu'il sera plus franc, plus direct, certainement plus brutal, plus vulgaire que les autres, mais au moins il sera plus ou moins il a annoncé la couleur. Il y a des combats sur lesquels on peut se retrouver avec Trump, sur le combat contre le wokisme, si on peut éviter d'avoir autant de films qui fassent la promotion de la réingénierie sociale, si on peut avoir autant de milliards qui arrivent à travers le monde entier, notamment en France et en Europe, dans les mains d'associations qui veulent la destruction de la France et de l'Europe, ça c'est plutôt positif. Pour autant, Trump défend ses intérêts. Donc si les intérêts de Trump, c'est que les Français ou les Européens soient, endettés jusqu'au cou pour acheter américain, lui, il le fera. Il dira, écoutez, moi, c'est pas mon problème, moi, j'ai un pays à nourrir, et donc, vous tombez bien, vous avez de l'argent à dépenser, vous savez pas, et vous avez perdu votre souveraineté. Donc ça, il faut faire la distinction entre les deux. On peut avoir des combats qui se croisent, et comme on peut avoir des combats où on est face à face. Et on n'a aucun intérêt, nous, à mettre les données des Français sur des serveurs basés aux États-Unis. On n'a aucun intérêt à utiliser des outils d'un autre pays quand on peut les développer nous-mêmes. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je le répète à chaque fois, ça nous coûte plus cher. Et deuxièmement, on perd en recherche et développement. Donc, du coup, plus on achète à l'étranger, plus on perd notre savoir-faire. Donc, ça, c'est extrêmement dangereux. Trump, aujourd'hui, on ne voit pas jusqu'où il veut aller. Il est indéchiffrable. C'est ça, c'est certain. Il dit tout et son contraire. Et donc, je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain. Je dirais juste, il faut voir à long terme ce qui se passe. Il essaye et typiquement au Moyen-Orient, il a tenu 2 discours complètement opposés. Il était à Jeddah, en Arabie Saoudite, il y a quelques semaines, où il disait qu'il louait les pays arabes qui ont réussi à s'en sortir. Et c'est vrai, quand on regarde le succès économique de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, même du Qatar, alors c'est sûr qu'ils ont beaucoup de ressources naturelles, ils sont sortis sans bombardement des US, même s'ils sont très, très dépendants des US pour des raisons politiques et militaires. Donald Trump louait ça, et quelques semaines après, boum, l'Iran, il bombarde. Alors que c'était pas nécessaire, alors qu'il était en train de discuter, alors qu'il avait promis qu'il donnait 15 jours de répit, et le lendemain, il attaque. Donc, si vous voulez, c'est un peu des méthodes de voyous. Bref, donc, où est-ce qu'il veut venir à moyen terme sur le sujet international, et qu'est-ce qu'il va discuter avec la Russie? Il a entamé des discussions avec la Chine, et ça, je le répète, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Et donc, du coup, je pense que pour juger la politique étrangère de Trump, il va falloir attendre encore un peu de temps. Il a voulu montrer qu'il était capable de bombarder, parce que je pense que voilà, c'était important pour lui de montrer ses muscles. Mais on ne va pas juger tout à l'aune de cette intervention en Iran. Il faut attendre encore un peu de temps et voir ce que font les autres aussi. On a bien vu que pendant cette crise Iran-Israël, je trouve moi que justement Moscou et Pékin ont su garder la tête froide. Il n'y a pas eu de surenchère dans une rhétorique belliciste, comme s'ils étaient peut-être un peu au courant. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a eu des discussions, négociations, certainement qu'il y en a eu entre les différents. C'est même que le ministre des Affaires étrangères iranien était à Moscou. Est-ce que Washington et Moscou se sont parlé? Certainement aussi, Pékin aussi. Donc, il y a des tractations en ce moment auxquelles nous n'avons pas accès, et c'est logique et c'est normal. Attendons encore un peu de voir, et je pense que d'ici encore quelques mois, on percevra peut-être un peu mieux ce qui est en train de se tramer si Trump réussit à faire sur l'espèce de mini-monde multipolaire avec la Russie, la Chine et les États-Unis, et les Européens qui vont être les dindons de la farce. Ça, c'est sûr et certain. Tant qu'on ne sera pas souverain, on sera les dindons. Donc ça, je pense que c'est important. Et je voudrais aussi parler, et en effet, tu as complètement raison de le dire, Trump a été élu, même si on voit que sa base a été extrêmement remontée contre lui pour cette guerre et cette intervention, et ces menaces d'entrer en guerre contre l'Iran. Non seulement sa base, mais également son opposition. Parce que ça, c'était intéressant. Il y avait même des commentateurs vraiment de la gauche radicale américaine qui louaient le fait que parmi les conservateurs, il y avait des personnes qui étaient vraiment honnêtes quand elles disaient qu'elles ne voulaient pas la guerre. Parce que beaucoup de personnes disaient qu'une fois que Trump allait dire qu'il voulait la guerre, tout le monde allait dire oui, on va aller détruire ces méchants musulmans qui nous veulent du mal, qui sont la cause de tous nos problèmes. Non, ce n'était pas le cas. Cette base qui disait on ne veut pas la guerre était sincère, elle ne veut pas la guerre. Et donc Trump doit quand même répondre aux demandes
des Américains qui veulent augmenter leur pouvoir d'achat, qui ne veulent pas des infrastructures décaties, qui veulent un système scolaire digne de ce nom, un système de santé digne de ce nom. Il va lui falloir de l'argent. Or là, pour l'instant, il est surtout en train d'en dépenser. Donc, à un moment, il va devoir rendre compte aux Américains. Il a ces fameux midterms, et ça, c'est quand même une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de Trump, et on ne voit pas tellement avancer dans ce domaine-là. Donc, il doit faire attention. Il ne peut pas tout faire en même temps. On voit un peu cet esprit de chien un peu foufou qui prend plus de plaisir à se mêler de la géopolitique internationale. N'oublions pas qu'en prenant le pouvoir, il disait qu'il voulait récupérer le Groenland, le Panama, comme s'il était en train de jouer au risque. Et les Américains l'attendent sur des sujets bien concrets parce que les Américains souffrent. Les Américains souffrent, dans tous les sens du terme, dans leur portefeuille, au niveau sanitaire, et Trump doit répondre à ça. Donc, s'il ne répond pas à ça, sa politique va être rejetée lors des prochaines élections. Il perdra sa majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, et l'État profond se frottera les mains parce qu'ils auront réussi à manipuler Trump sur la scène internationale. Ils lui auront donné un os à ronger. Et sur la scène nationale, il n'aura pas répondu aux demandes des Américains. Les Américains le sanctionneront et mettront en place vraisemblablement un candidat qui, l'État profond, sera cajolé pour continuer son œuvre impériale. Eh bien voilà, à chaque semaine suffit son Trump. On verra en tout cas ce que Trump va nous découvrir la semaine prochaine, quelle promesse il ne tiendra pas ou quelle promesse il lancera. Le Trump est insondable. En tout cas, Nicolas Mirkovic, merci. Je pense qu'on aura plein d'autres émissions d'ici midterm pour revenir sur la question des Américains. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau Mirko Show avec un nouveau thème d'actualité. Nicolas, bonne soirée, à très vite. Merci, à très vite, au revoir.